Je vais laisser la parole à Rémi et Mathias, les intervenants de ce matin. Merci. Comme on va parler d'un sujet assez technique, donc comme vous le savez, vous êtes là pour une conférence sur les enjeux du minage et des crypto-monnaies. C'est ça. Sur la zone Asie-Pacifique, entre 2002 et 2007. Bon, juin 2007, on s'arrête à juin 2007. À peu près. Donc, bon, vous êtes là. on est content que vous soyez aussi nombreux. Je le dis parce qu'en fait, avec la caméra, dès que le premier rang il est vide, vu que la caméra elle filme que le premier rang, on a vraiment l'impression qu'on parle à personne. Donc c'est trop cool, donc c'est assez génial. Je prendrai des photos pour prouver qu'il y avait du monde quand même. Voilà. Moi perso, je sais pas pour vous, moi je suis en mode avion. Voilà, donc n'hésitez pas à baisser vos écrans et couper vos téléphones 2 minutes. Alors, non, en plus, nous, on a pensé à vous, on a fait court pour prendre un max de vos questions et on espère que ça va être le plus interactif possible. Donc voilà. Mathias Abramovic, moi je m'appelle Rémi Rivas, on est cofondateur d'une structure qui s'appelle Ignited Kingdom, qui est un cabinet de conseil. Ça fait 6 ans que ça existe et que ça accompagne des démarches d'innovation, de création de nouveaux produits, de nouveaux services pour des grands groupes. On accompagne aussi des startups, on accompagne des incubateurs, des accélérateurs, on fait de la méthodologie, on fait du coaching. On aide les gens qui ont des idées, des intentions, des volontés de faire des trucs, à essayer de concevoir le plus intelligemment et le plus rapidement possible et de façon la moins risquée possible des nouveaux trucs. C'est notre boulot, c'est de ça qu'on est venu vous parler aujourd'hui. Ouais, et ce qu'on va faire avec vous aujourd'hui, c'est surtout vous rapporter un peu nos enseignements du terrain. C'est-à-dire que certes, ça va être un peu théorique, mais pas trop finalement. Ça va être surtout un peu des informations qu'on a pu récolter, notamment en particulier dans nos accompagnements auprès des startups. Pour vous donner un petit exemple, pour vous donner quelques données un peu tangibles, on accompagne une centaine de startups à peu près chaque année, à l'incubateur HEC à Station F, dans le programme Polytechnique HEC 42, qui est un programme d'entrepreneuriat de dernière année, mais également des startups qui vont être un peu plus matures, c'est-à-dire des boîtes qui vont faire 5-10 millions de chiffre d'affaires et qui vont chercher à ce qu'on appelle passer à l'échelle, c'est-à-dire grossir rapidement et augmenter leur nombre de salariés, de clients. On va faire un petit sondage du coup. Alors c'est un peu tôt, j'ai demandé, mais est-ce que dans la salle, n'hésitez pas à lever la main fièrement, il y en a qui veulent créer des structures, il y en a qui veulent monter des boîtes, start-up ou PME, on s'en fout, juste monter. C'est parfait ça. Alors vous, écoutez très 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 attentivement ce qu'on va vous dire, ça devrait vous faire gagner un peu de temps pour la suite. Alors Mathias et moi, on est très différents, mais on a un point commun, c'est qu'on adore parler et on s'interrompt tout le temps. Du coup là, en fait, pour le faire le plus efficace, on l'a fait en mode challenge. On a résumé 7 conseils essentiels qu'on a appris sur l'entrepreneuriat, la démarche entrepreneuriale dans notre boulot. On a pris 3 minutes par conseil et donc en fait, on va aller passer là les 20 prochaines minutes ensemble à vous expliquer un peu ce qu'on est venu vous dire pour qu'en fait, après, on ait un maximum de temps, presque une demi-heure pour répondre à toutes vos questions, qui bien sûr seront nombreuses. Voilà, donc là on fait 20 minutes non interactifs où on vous raconte des trucs et après on prend toutes vos questions et on discute vachement longtemps avec vous. Ça va ? Vous êtes chaud ? Ça se sent. Alors du coup, Mathias, il paraît que entreprendre c'est difficile et que tu as tous les risques de te planter dans la vie. Mais en même temps, Rémi, tu sais quoi ? On a beaucoup de chance aujourd'hui parce qu'on est en face de futurs millionnaires. Là, effectivement, en face de nous, on a des gens qui sont à quelques lignes de code de devenir millionnaires. Ouais, parce que potentiellement, il y a des gens qui ont des idées, qui vont développer leurs produits. En plus, ils ont forcément les compétences techniques. C'est des petits génies du code, c'est ça ? Exactement. Sur BFM, ils disent ça, non ? Petits génies du code. C'est bien ce qui me semblait. Et ils vont construire un produit, ils vont lever beaucoup d'argent. Et ensuite, une fois qu'ils auront levé l'argent pour finaliser leur produit, bien entendu, il y aura un grand succès, une grosse adoption au niveau des clients, parce que tout le monde les attendait. Et ça, vraiment, je suis très heureux et je pense qu'on est très heureux d'être avec vous aujourd'hui parce que laissez-nous votre carte de visite à la fin. Ouais. On veut être avec vous, futurs millionnaires. N'est-ce pas ? Ouais. Donc ça, c'est le genre de conneries que vous entendez beaucoup et un peu partout. Mais malheureusement, j'ai le regret de vous annoncer que tout ça, ça n'arrive pratiquement jamais. C'est très rare, à quelques exceptions près, mais on verra pourquoi. En fait, le plus important quand vous commencez à penser à l'entrepreneuriat et à vous intéresser à monter une boîte, c'est de vous raccrocher déjà à la réalité et à faire le tri dans tout le bullshit ambiant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'environnement médiatique, il vous parle de levée de fonds, il vous parle de succès entrepreneuriaux, etc., etc. Mais il faut arriver à faire la différence entre les informations que vous recevez et la réalité. La réalité aujourd'hui, je vais vous donner un petit chiffre. Startup Genome, qui est un institut de recherche international sur les startups, il nous dit 92% des startups échouent.
Ça veut dire que si vous êtes 100 dans cette pièce, en fait ici vous êtes peut-être même 300, vous allez avoir 8 startups qui vont réussir sur les 92 restantes. C'est quand même énorme. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a également les raisons de cet échec. Donc on a un institut également de recherche qui s'appelle CB Insight et qui nous dit, bah voilà la principale raison d'échec des startups. La première raison d'échec des startups, c'est qu'il n'y a pas de besoin marché. Ça veut dire que les gens créent des choses pour des gens, pour des clients qui n'existent pas, qui n'ont pas de besoin. Première chose à prendre en compte, c'est bien ça. C'est réfléchissez toujours s'il y a un besoin marché. Parce que c'est la première raison d'échec de votre projet entrepreneurial. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut faire la différence entre créer un produit, ça c'est être un inventeur, vous allez au concours Lépine, il y a plein d'inventeurs, et créer une innovation, c'est-à-dire rencontrer un marché. Créer une innovation, c'est créer de la valeur. Donc c'est pas uniquement créer un produit, c'est d'abord comprendre les besoins des gens, pour ensuite construire quelque chose qui va leur apporter de la valeur. Et ça, c'est dur, c'est chiant, c'est fastidieux. Et il faut bien que vous compreniez que monter une boîte, c'est pas simple. C'est faire des choses que vous n'aimez pas. Et c'est faire des choses qui vont vous demander d'être toujours en rapport avec la réalité, toujours en rapport avec les futurs clients que vous souhaitez servir. Ah, je suis pas mal au niveau du temps. Très bien, là, t'es nickel. Le deuxième truc, en fait, voilà, faut comprendre quelque chose de fondamental, c'est que c'est pas drôle. Monter une entreprise, fondamentalement, c'est pas très marrant. Nous, on rencontre plein de gens qui montent des entreprises, et honnêtement, moi, je suis très heureux de ne pas avoir la vie qu'ils ont, surtout les 5 premières années. Si vous voulez monter une boîte, en fait, demandez-vous vraiment pourquoi vous voulez monter une boîte. Moi, je suis là pour dégoûter un maximum de personnes d'entre vous de monter des boîtes. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a tout un truc glamour et il y a plein de bullshit aujourd'hui dans les médias, comme quoi c'est génial, et en fait, c'est pas génial du tout. C'est extrêmement risqué. Ça a des grandes chances de planter, c'est des projets extrêmement difficiles. Et si vous ne savez pas pourquoi vous êtes là, et au-delà en fait de promesses que vous n'atteindrez jamais, comme devenir millionnaire ou avoir une réussite fulgurante, en fait, il faut même vous dire, quand vous montez une boîte, si ça ne marche pas, je m'en fous. Parce qu'en fait, j'aurais trouvé mon compte d'une autre façon. Même si c'est un échec commercial, parce qu'il y a une grosse probabilité que ça soit un échec commercial, c'est pas grave parce que ça m'aura permis d'apprendre ça, parce que ça m'aura permis de découvrir ça sur ce secteur, parce que ça m'aura permis de construire une réputation dans ce domaine. Mais n'y allez pas pour le pognon. Voilà, vraiment, parce que non, mais et surtout, on vous vend tellement de merde sur Internet ces jours-ci, mais vous n'avez pas idée, quoi, du nombre de mensonges que ça débite. Alors qu'en fait, la réalité, c'est qu'en fait, la probabilité d'échec, elle est très, très, très élevée. Il y a une autre chose aussi dont on veut vous informer, parce que nous, on l'observe énormément. Parfois, on rencontre des équipes pluridisciplinaires de gens qui savent où ils vont, et ils ont détecté une bonne intention de marché, ils ont détecté une bonne opportunité de faire un produit, sauf qu'en fait, ils ont oublié de se mettre d'accord entre eux au début. Donc, ils ont oublié de se poser des questions aussi bêtes que combien de temps on a, chacun d'entre nous, à mettre dans le projet, combien de ressources on a, chacune d'entre nous, à mettre dans le projet. Et donc ça commence à marcher, ça commence à prendre. S'ils avaient 12 mois en plus pour développer le truc, ça marcherait un peu mieux, mais ils les ont pas. Ils les ont pas parce que là, il y a un membre de l'équipe qui arrive et qui dit « moi, je suis en fin de droit chômage » ou « moi, j'ai plus de cash et donc faut que je redevienne salarié, il faut que je trouve un boulot ». Et donc on est obligé d'interrompre la boîte. Donc en fait, avant de monter une boîte, avant d'avoir des idées, trouvez les bonnes personnes pour vous entourer et surtout posez-vous une question toute bête. Combien de temps on a, combien de ressources on a pour atteindre quoi ? Et il faut vraiment fixer un objectif. Il faut fixer un objectif de vente, il faut fixer un objectif de chiffre, mais il faut se dire, nous, tout ce qu'on va faire à partir de maintenant, c'est essayer de créer ça avant cette date. Et bien sûr, ça va vous faire flipper. Mais vaut mieux flipper un tout petit peu tous les jours en pilotant et en essayant d'être efficace, que je en dire ouais non on s'en fout, on construit le truc, on vendra plus tard, on trouvera et tout, et flipper un gros coup quand d'un seul coup en fait on arrive au bout de ses ressources, au bout de son temps, au bout de sa motivation aussi, et qu'en fait ça marche pas et qu'on décide de tout arrêter d'un coup. Ça, les gens qu'on récupère généralement ils sont assez amers sur le bord du chemin. Arrêter une boîte qui marche pas, c'est chiant. Mais arrêter une boîte qui marche bien parce qu'on n'avait pas assez bien prévu les ressources et le planning, c'est vraiment désespérant. Faites gaffe à ça. Alors, un mythe que j'adore. Ouais, il est obligé de se dépêcher. Un mythe que j'adore. On va créer un besoin. Alors vous qui allez monter votre boîte, je sais que vous êtes très intelligents, vous êtes des gens exceptionnels et j'ai aucun doute là-dessus. Néanmoins, il faut comprendre un truc. On ne crée pas de besoin. Vous, là, vous êtes en fin d'année, en fin d'études, bientôt vous rentrerez sur le marché du travail où vous créerez votre société, mais
Depuis la nuit des temps, le monde ne vous a pas attendu pour essayer de résoudre les problèmes clients. Des solutions existent déjà. Il y en a des milliards des solutions. Donc la question à se poser déjà, c'est pourquoi est-ce que quelqu'un qui ne vous connaît pas, qui vous ne sortez de nulle part, il n'a pas forcément confiance en vous, il ne sait pas si vous êtes capable de délivrer ce que vous proposez, si vous êtes capable de l'aider à accomplir un objectif spécifique, pourquoi est-ce que vous arriverez à convaincre quelqu'un de mettre de l'argent dans votre solution? Il faut comprendre quelque chose. Il y a 4 forces qui permettent de faire changer un comportement client. Les gens, ils achètent déjà des solutions et des services. Vous, votre travail, ça va être de créer quelque chose pour déplacer cet argent vers votre solution. Vous allez voler des clients aux solutions existantes qui sont insatisfaisantes au regard des besoins clients. C'est ça, monter une boîte. Monter une boîte, on ne va pas créer un nouveau besoin. Monter une boîte, on va déplacer des clients insatisfaits au regard des solutions existantes vers quelque chose de plus satisfaisant. Donc ces 4 forces, c'est quoi? Il y a déjà 2 forces qui vont contre vous. Le client, il a peur de quelque chose qu'il ne connaît pas. Donc, il faut le rassurer. Première chose, c'est très compliqué de rassurer quelqu'un sur votre capacité à apporter de la valeur. Même s'il est un peu insatisfait des solutions existantes, il peut se dire, bon, bah ouais, d'accord, ça fait, c'est insatisfaisant, mais bon, au moins, il y a le minimum du job qui est effectué par cette solution. Et ça fait longtemps que je les utilise. C'est fiable. Deuxième force qui va contre vous, c'est ce qu'on appelle l'allégeance à la situation actuelle. C'est-à-dire que peut-être qu'il a un contrat avec lequel il est loqué avec cette solution sur plusieurs années, peut-être qu'il a l'habitude, et tellement l'habitude d'utiliser cette solution que ça va changer ses usages au niveau du quotidien. Donc ça, c'est les 2 forces à prendre en compte quand vous allez chercher à convaincre un client de solution actuelle de venir vers la vôtre. Par contre, là où vous pouvez appuyer et là où vous pouvez faire levier sur le comportement existant, c'est à travers le problème qu'il rencontre. Si vous arrivez à bien comprendre le problème que les clients ont, si vous arrivez à comprendre ce qui aujourd'hui est très insatisfaisant chez ces clients, vous allez potentiellement pouvoir lever leur comportement, faire levier sur leur comportement. Donc la chose à retenir, quand on crée une boîte, on cherche des clients qui utilisent déjà des solutions, mais qui sont très insatisfaits de la manière dont cette solution résout leurs problèmes aujourd'hui. Et c'est ça la principale question à se poser. Quelle est l'insatisfaction? Moi, je prends toujours l'exemple, quand je parle à des techos, du logiciel que vous utilisez pour faire du code, pour faire du dev. Alors moi, à l'époque, c'était Eclipse. Donc c'était un truc, ça n'existe même plus aujourd'hui, je pense. Et donc à chaque fois, je trouve quelqu'un qui utilise un éditeur de code, d'accord? Et il me dit l'éditeur, et puis là, je lui dis, ouais, mais tu utilisais quoi avant? Puis il me dit, bah avant, j'utilisais tel éditeur. Et je fais, ok, pourquoi t'as changé? Et il fait, bah parce qu'avec le nouveau, ça indente tout seul, le truc il devient rose, ça débug en temps réel, ça fout les trucs dynamiquement, etc. Et en fait, on comprend quoi? Quand vous êtes face à un produit, en fait, bah, c'est pas le produit qui va d'un seul coup vous faire développer. Non, qu'est-ce qui se passe? Si vous faites un nouvel éditeur pour le code informatique, vous cherchez des gens qui développent déjà du code, ils utilisent déjà des éditeurs, ils sont cool, mais c'est chiant parce que, sauf qu'avec le vôtre, ça sera mieux, parce que ça va résoudre ça. Et on voit bien qu'en fait, quand vous lancez une innovation, quand vous lancez une boîte, un produit, vous essayez pas de convaincre des gens qui sont pas des clients de devenir des clients. Vous essayez de trouver des clients de solutions actuelles, des utilisateurs de solutions actuelles, et essayez de comprendre qu'est-ce que vous pourriez mieux faire pour eux. Parce que si ces personnes-là, elles ont déjà des besoins dans leur vie qui les poussent à utiliser des solutions, en toute logique, si vous faites un produit qui est plus adapté à ce dont ils ont besoin, eh ben, ils vont considérer le fait de changer de solution. Exactement comme vous, quand vous changez d'éditeur de code. Alors, comment on fait pour comprendre les gens? Voilà, qui a déjà été à un date? Ok, donc soit vous êtes crevé, soit ce qu'on dit sur les développeurs est vrai. Plus haut la main. Ok, donc c'est quoi date? C'est quoi dater? C'est quoi en fait initier une relation avec quelqu'un? C'est écouter. Et en fait, l'entrepreneuriat, c'est certainement pas avoir une idée et aller en parler au monde entier pour le convaincre que vous avez raison. Le monde s'en fout et il vous attendra pas. L'entrepreneuriat, c'est trouver des communautés de personnes qui sont déjà existantes, qui utilisent déjà des solutions. C'est aller les voir et c'est au lieu de leur dire « Tiens, j'ai ça pour toi, achète-le », c'est « Non, 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 parle-moi de toi. Parle-moi de la solution que tu utilises, parle-moi de quand tu t'en sers, les raisons pour lesquelles tu t'en sers. Quand tu essayes de faire des trucs avec et que c'est chiant, dis-moi pourquoi c'est chiant. Raconte-moi ta vie et raconte-moi les problèmes que tu vois. Et moi, je trouverai un moyen de les résoudre. » Et ça, c'est très important et ça, il faut le comprendre. La valeur, c'est dans la tête. La valeur, c'est perceptuel.
Si vous ne parlez pas aux gens, ils ne vont pas vous dire où est-ce qu'ils pensent qu'ils ont des problèmes. Et vous n'êtes pas là pour résoudre tous les problèmes. Vous êtes là pour résoudre les problèmes que les gens pensent qu'ils ont. Donc si vous n'êtes pas allé les voir, et s'ils ne vous racontent pas leur vie, et s'ils ne vous expliquent pas où est-ce que c'est compliqué selon eux, eh ben, vous n'allez pas pouvoir créer un produit qui sera meilleur selon eux. Même si vous êtes intelligente, même si vous avez un raisonnement analytique. Parce que c'est irrationnel. Ça, vous parlez avec des libristes sur les distribs, c'est toujours le même truc. Hein. Pourquoi elle est meilleure que l'autre? Parce que ta gueule. Bon, d'accord. Donc, on voit bien que c'est irrationnel. Les gens, ils choisissent la meilleure solution, pas la meilleure dans l'absolu. La meilleure pour eux ou pour elles. Si vous n'êtes pas allé les voir, vous n'allez pas comprendre ça. Donc, ça commence par l'écoute. Une fois que vous avez parlé à vos futurs clients potentiels, que vous avez identifié le fort besoin pour eux, la raison pour laquelle ils ont besoin d'une nouvelle solution, qu'ils ont besoin de changer, ça ne suffit pas. N'oubliez pas une chose, quand vous montez une boîte, vous êtes limité en temps et en ressources. Alors, celui qui a de l'argent illimité, je veux bien qu'il m'appelle, on peut discuter. Mais sinon, vous allez avoir quoi? 3 mois, 6 mois, 8 mois, 10 mois, 12 mois 18 mois maximum pour réussir à commencer à créer ce qu'on appelle une traction, c'est-à-dire des premiers échanges commerciaux avec des clients. Pour ça, il ne faut pas que vous dépensiez votre temps et votre argent n'importe comment. Généralement, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent, ils créent un produit. Ils disent « Non, mais t'inquiète, je vais le développer. Moi, je suis développeur. Voilà, c'est bon, ça, je peux le faire moi-même. Je me mets dans ma chambre et tac, 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 tac. OK, et je passe mon temps à développer le plus beau produit, magnifique, magique, comme je pense qu'il faut qu'il soit. Mais problème, on le confronte aux clients et là, qu'est-ce qu'ils disent les clients? Ils me disent « Ah non, non, mais moi, c'est super sympa ton idée là. Mais je ne serais pas prêt à payer pour ça. » Ah. Donc, pour éviter de dépenser votre temps, votre énergie, vos ressources dans quelque chose qui ne va pas marcher, commencez toujours par tester. Qu'est-ce que ça veut dire tester? Tester, ça veut dire tester la valeur. En fait, il faut arriver à combattre votre principale peur. Et ce n'est pas uniquement pour les développeurs, ça vaut pour tout le monde. La principale peur des gens, c'est de se confronter à la réalité. C'est de regarder en face la réaction des gens pour qui vous allez vendre. Si vous ne vous confrontez pas aux futurs clients avant même d'avoir un produit, c'est sûr que vous construirez quelque chose qui ne sert à rien. Donc, première chose, tester, 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 tester. Comment? Alors, il y a plein de façons de tester. Généralement, quand on lance une boîte, avant même de créer son produit, on va construire ce qu'on appelle une proposition de valeur. C'est-à-dire que c'est un message qui va permettre de tester si les clients potentiels sont attirés par le résultat qu'on leur propose. D'accord? Comment on peut tester un message? On peut faire une landing page, OK, qui va juste récolter des mails pour pouvoir mesurer s'il y a une appétence pour ce qu'on est en train de construire pour le client. Donc tester, ça veut dire qu'avant de développer votre produit, commencez déjà par voir si les gens sont attirés par la valeur que vous allez créer. Et ça, c'est très important. Préparez-vous d'abord à tester la valeur. Et de toute façon, cette valeur, elle va changer. Votre proposition de valeur, elle va changer dans le temps. C'est normal. Mais il vaut mieux, et il est nécessaire d'avoir d'abord de la précommande pour s'assurer qu'effectivement, vous pouvez engager de l'énergie et de l'argent pour construire quelque chose, plutôt que d'essayer d'abord de construire et ensuite de se rendre compte que on a 3 clients et pas plus. Donc, testez en amont. Alors, il y a des gens qui viennent nous voir en disant « Mais est-ce que c'est bien éthique de faire semblant d'avoir un produit, de vendre un produit qui n'existe pas juste pour voir si les gens ils sont prêts à payer, quoi ?» Et à chaque fois, je leur réponds qu'il y a une plateforme dont le seul boulot, c'est de faire ça, et ça s'appelle Kickstarter. Donc le principe de Kickstarter, c'est exactement ça. Hein. Tu fais la pub de ton produit, tu fais la vidéo comme s'il était vrai, tu montres les bénéfices, la valeur qu'il aurait, tu montres aux gens, et en plus, tu leur dis, tu es transparent, tu dis, soit vous êtes plusieurs milliers à le précommander, on aura le pognon, on le fait, soit ça intéresse 100 gars parmi vous, et moi, je ne vais pas développer un produit pour 100 personnes, donc tant pis, on rend l'argent à tout le monde, c'est pas grave. Et on voit à quel point, en fait, c'est une mentalité qui est saine. Parce qu'en fait, ça sert à rien de construire un truc et de galérer pour le vendre. Plutôt d'abord vendre une idée, une vision, la vision que vous avez de votre solution, et voir si ça vaut le coup de la construire. C'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup moins coûteux. Ça veut aussi dire un truc. Bon là, il faut imaginer, c'est un panneau indicateur. Tous les produits que vous kiffez aujourd'hui, votre cerveau vous joue des tours. Vous avez l'impression que les produits que vous aimez aujourd'hui, ils ont toujours été complets et ils savent tout faire. Et vous vous oubliez comment c'était la première année.
Est-ce que quelqu'un sait ce qu'a fait Jeff Bezos juste avant de lancer Amazon? Est-ce que quelqu'un connaît le métier qu'il a fait pendant 1 an? Il était libraire. Merci. Donc ça veut dire quoi? Jeff Bezos, non seulement il a fait vraiment libraire pendant 1 an pour étudier des vrais clients dans les librairies et comprendre leurs besoins, mais en plus, si tu vas sur la landing page d'Amazon de l'époque, qui était dégueulasse, si vous avez des complexes en web design, tapez première version Facebook, première version Twitter, c'est ça que j'aurais dû mettre derrière, c'est dégueulasse à souhait, c'est magnifique. Et Amazon, il y avait une phrase, et c'était quoi? C'était des millions de titres au prix toujours le moins cher. Et c'est ça qu'il a vendu. C'est ça qu'il a vendu pendant des années. Tous les bouquins possibles, toutes les références que tu ne trouvais pas partout, au prix le plus intéressant. Pourquoi au prix le plus intéressant? Parce qu'il s'est dit, les gens ils pourraient aller à la librairie et l'acheter direct et ils n'auraient pas besoin d'attendre par la poste, donc il faut que je sois super intéressant, je vais me battre sur le prix. Et il a fait ça pendant presque 10 ans. Et après, il a diversifié. Maintenant, ça fait 25 ans qu'il existe. Il fait AWS, il fait ce qu'il veut, on s'en fout. Il a tellement d'argent. Mais sauf que quand tu te lances les 5 premières années, tu vas faire idéalement même pas un produit. Tu vas faire une fonctionnalité. Bitly. Tu vas faire le truc le plus con possible, le plus petit, le plus facile à maintenir. Mais le truc dont tu auras, grâce à ton étude de tes clients, démontré que c'est le dénominateur commun. Le truc à la con, merge PDF. Le truc, tu vois que si tu le fais, ça va résoudre un problème unique, spécifique, petit, pour un très grand nombre de personnes. Donc c'est facile à coder, c'est facile à maintenir. Tu vas faire de l'attraction commerciale dessus, tu vas pouvoir survivre économiquement. Et après, avec l'argent, avec les levées, tu vas compléter ton produit. Mais casser direct le fantasme de sortir le produit qui fait tout, la fameuse tronçonneuse, jetpack, rouge à lèvres, tout ça, enfin voilà, ça c'est pas possible quoi. Ça c'est ce que le produit... D'ailleurs, quand les produits commencent à ressembler à ça, vous les aimez plus généralement. Ça devient trop compliqué, c'est Facebook, c'est les écrans paramétrage de Facebook, tu fais putain, il y a un moment où on a perdu le truc là. C'est devenu beaucoup trop compliqué. Donc dernière chose, lorsqu'on a bien aligné son équipe autour d'un objectif commun, qu'on a écouté des clients pour comprendre le besoin insatisfait par les solutions existantes et qu'on a défini une proposition de valeur, d'accord, quelque chose qu'on est allé tester, il va falloir à la fin mesurer. Parce que ce que vous ne mesurez pas n'existe pas. Et c'est très important. En fait, aujourd'hui, dans le monde de l'entrepreneuriat, mais également dans le monde du business corporate classique, il est très rare de mesurer. Et pourtant, c'est la clé, parce que mesurer, ça nous permet de savoir si on va dans le bon sens. Donc, qu'est-ce qu'il y a à mesurer? Quand on lance une boîte, quand on lance un nouveau business, il y a 3 choses clés à mesurer. La première chose, c'est l'acquisition client. C'est-à-dire que c'est le canal par lequel vous allez acquérir vos clients. Il faut, bien entendu, comme on est une start-up, qu'on n'a pas beaucoup d'argent, pas beaucoup de temps, s'assurer qu'on est capable de trouver le bon endroit, la bonne source de clients, et vérifier si notre proposition de valeur, donc la promesse qu'on fait à nos clients, marche ou ne marche pas. Donc ça, on va identifier le canal d'acquisition le plus efficient et le moins coûteux. Le moins coûteux, toujours pareil, on n'a pas beaucoup d'argent, donc il faut qu'on essaye d'acquérir des clients par un canal peu coûteux. La deuxième chose, et ça c'est très important, et c'est lié notamment potentiellement à votre futur métier. On ne construit plus des produits comme papa et maman il y a 20 ans ou il y a 10 ans. Aujourd'hui, un produit, c'est pas un truc concret et qu'on pousse dans le monde. Un produit, ça s'améliore en continu. C'est ce qu'on va appeler derrière le product management. Le product management, c'est pas une nouvelle discipline. C'est en fait la capacité de développer un produit en continu. Et comment on développe un produit en continu? En mesurant comment se comportent les clients à l'intérieur de ces produits. Donc la deuxième chose à mesurer qui est très importante, c'est ce qu'on appelle le Continuous Discovery, Continuous Delivery. Okay, donc c'est découvrir en continu, enfin identifier et comprendre le comportement client en continu et délivrer la feature en continu. Et ce qui est important de comprendre, c'est que votre produit est évolutif dans le temps. Tous les jours, votre produit change. Par exemple, si vous regardez Amazon, toutes les 10-11 secondes, il y a une modification sur le site que vous ne voyez pas forcément. Pourquoi? Cette modification est uniquement là pour apporter plus de valeur au client. Mais ça, vous pouvez le savoir uniquement si vous le mesurez. Et enfin, le troisième élément de mesure, c'est la capacité à vos clients de créer de nouveaux clients. Je vous ai dit, vous n'avez pas beaucoup d'argent. Donc, quelle est la meilleure pub, la meilleure communication pour votre produit? Eh bien, c'est que les clients vous recommandent. Donc, ce qu'il faut mesurer, c'est la capacité de votre produit à générer de la recommandation par vos clients. Et qu'est-ce que ça voudra dire? Ça voudra dire que les clients sont tellement satisfaits aujourd'hui de l'expérience qu'ils ont avec votre produit, que votre produit, il répond tellement et il arrive à résoudre vraiment tellement bien leurs problèmes quotidiens,
qu'ils vont en parler autour d'eux. Et autour d'eux, ils ont des gens qui ont les mêmes problèmes qu'eux, qui partagent les mêmes problématiques qu'eux, et donc qui vont être intéressés par votre produit. Donc, on mesure l'acquisition, on mesure l'efficience, la performance du produit pour pouvoir l'améliorer, et ensuite, on mesure si notre produit produit de la valeur, crée de la valeur, et donc qu'il est recommandé naturellement sans avoir à payer pour acquérir de nouveaux clients. Et donc, on l'aura compris, une entreprise, c'est pas un produit. Une entreprise, c'est un système. C'est que vous adressez un bon message aux bonnes personnes parce que vous avez identifié le bon problème, vous leur proposez la bonne solution, ils lisent le truc, ils voient les vidéos, ils voient la démonstration, ils disent « Ok, j'ai compris pourquoi c'est bon pour moi », ils se laissent séduire, ils achètent ou ils s'abonnent, etc. Ils utilisent régulièrement, comme ça ils ne se désabonnent pas, ils en parlent à leurs potes, comme ça ils font venir d'autres personnes. Et votre boulot, vous, en fait, si vous montez une entreprise un jour, c'est pas de construire un produit, c'est pas d'être un inventeur, c'est construire un système qui va s'entretenir et qui va peu à peu vous permettre d'acquérir de plus en plus de monde pour en fait arriver à maximiser l'efficacité de l'ensemble et à vous arriver à démontrer de nouvelles propositions de valeur, développer de nouvelles fonctionnalités, rester vivant en fait, tout simplement, rester un produit qui fonctionne. Pour résumer votre feuille de route, si vous voulez monter une entreprise, 1. Vous vous alignez dans l'équipe, c'est-à-dire que vous définissez ensemble, individuellement et collectivement, quels objectifs vous souhaitez atteindre. 2. Vous identifiez un marché économique avec des vrais clients qui dépensent aujourd'hui de l'argent dans des solutions pour faire le job. Mais qui sont insatisfaits. Donc vous allez essayer de comprendre quelle est la source d'insatisfaction aujourd'hui dans l'utilisation des solutions actuelles. Et avant de produire quoi que ce soit, vous allez imaginer la pub, l'argumentaire, la proposition de valeur. Vous allez aller voir les gens en disant « Si je résous ce problème-là pour vous, est-ce que ça vous intéresse vraiment? Est-ce que vous êtes prêt à précommander? Est-ce que vous êtes prêt à vous inscrire ?» Une fois que vous avez testé, vous allez faire remonter le besoin principal du client. Et c'est là-dessus que vous construirez votre première feature. Vous allez concentrer votre produit sur une feature unique, la plus importante, ce qu'on appelle un must-have. Ce qui est nécessaire fondamentalement d'avoir pour le client pour qu'il ait envie d'acheter votre solution. Et avant de nous construire un produit à 172 fonctionnalités, trop dur à maintenir, trop dur à entretenir, vous allez veiller à ce que vous n'ayez pas seulement un bon produit, mais un bon discours, une bonne façon de faire venir à vous les bonnes personnes, de les changer en clients, de les satisfaire et de les faire recommander votre produit. Et quand tout ça, ça marchera et que ça tournera à peu près bien, vous essaierez de devenir de plus en plus gros. C'est ce qu'on appelle la scalabilité. Et ça, on le réservera pour une autre conférence. Merci beaucoup à vous. On ne vous souhaite pas bonne chance parce que ça ne sert à rien. Donc bon courage, de la discipline, de la méthode. Et voilà, concentrez-vous sur les trucs importants. Et voilà, n'hésitez pas. Et on va prendre maintenant... Et juste un petit commentaire. Ce qui vous permettra que vous souhaitiez monter une boîte ou ne pas monter de boîte, peu importe, de vous différencier sur le marché du travail, c'est votre capacité à non pas être uniquement une compétence technique, mais à donner du sens à votre travail. Et donner du sens à votre travail, c'est votre capacité à mesurer l'impact de vos actions. Donc apprenez à mesurer ce que vous faites, apprenez à voir quel est l'impact réel de vos actions, de votre produit, de votre activité sur l'organisation. Et ça, c'est la différence. Et trouver les problèmes que vous voulez réellement résoudre et qui vous tiennent à cœur. Et on va prendre tout de suite vos questions. Merci beaucoup. Pour les questions, moi je vais faire le passage de micro. Si vous pouvez vous partager le micro, celui-ci. Question ? Tout à l'heure, il y a des gens qui sont venus poser des questions, donc forcément il y en a. Le problème, c'est toujours de poser la première question. Ah là, c'est bon, là. Magnifique. Bonjour. Durant votre pitch, je ne vous ai pas entendu parler du financement. Donc, quand on est jeune, quand on est amateur dans ce type de choses, on se demande comment financer nos projets, comment s'en sortir et comment trouver les moyens de financement. Merci. En fait, il y a différentes façons de financer. Déjà, comme on l'a vu, créer une entreprise, c'est incertain. C'est-à-dire qu'on n'est pas sûr de réussir. Donc, il faut déjà déterminer les capacités qu'on a au départ. Est-ce qu'on est étudiant? Effectivement, on va devoir travailler à côté pour pouvoir se financer. Est-ce qu'on sort d'un premier emploi, on a du chômage qui va nous permettre justement de tester pendant un certain temps, 6 mois, 1 an, cette initiative de business. Donc la première chose à faire d'abord, c'est faire l'état
de ses capacités financières et le temps qu'on a pour pouvoir tester notre hypothèse de business. Ensuite, une fois qu'on aura démontré des premiers chiffres, donc c'est-à-dire, et encore une fois on en revient à la mesure, c'est-à-dire la capacité de montrer qu'il y a une première appétence client, qu'il y a des premiers clients qui sont intéressés par notre produit, on a des premiers justement acheteurs, là on pourra trouver d'autres sources de financement qui vont être réparties soit à travers par exemple des prêts bancaires qui nous suivront parce qu'on a démontré qu'il y avait déjà une première valeur, soit par effectivement du financement privé, donc ça peut être des business angels, donc des individus, des particuliers qui vont essayer d'investir dans des boîtes, des startups, donc des choses qui démarrent, soit potentiellement faire de l'appel à son cercle, ses réseaux sociaux, donc à travers du crowdfunding qui permettent de se financer. Mais effectivement, au début, on a très peu de temps, très peu de ressources, et donc l'enjeu principal pour pouvoir derrière déclencher un financement, quel qu'il soit, c'est de démontrer qu'on crée de la valeur. Et je complète juste parce qu'il y a un principe tout bête dans l'entrepreneuriat qui s'appelle l'effectuation, et c'est vraiment un état d'esprit. C'est en fait la ressource la plus importante, c'est le temps. La deuxième ressource la plus importante, c'est la confiance des autres en vous et votre capacité à faire générer de la confiance, même quand vous n'avez rien, parce que vous avez besoin d'aller au contact des gens et qu'ils vous fassent confiance pour comprendre ce qu'il faut construire pour eux. Et la troisième ressource la plus importante, c'est les ressources des autres. C'est-à-dire qu'en fait, la plupart des boîtes qui se lancent, ils ne développent pas leurs solutions. Nous, on connaît plein de boîtes qui se lancent, pendant 1 an, 2 ans, ils arrivent à faire plusieurs dizaines de milliers de chiffres d'euros d'affaires, et c'est des Google Spreadsheets avec des Zapier. Bon, il y a un peu de JS vite fait quand on ne pouvait pas faire le script, mais c'est pas très dur. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas la techno qui est fondamentalement différente. La techno va arriver après, quand on a le bon modèle commercial, quand on a les bons clients. Donc, vous allez pas vous endetter pour monter des boîtes. Aujourd'hui, il y a tellement d'outils quasiment gratuits qui existent que vous pouvez en fait simuler le fonctionnement d'à peu près n'importe quel logiciel et n'importe quelle offre de service et voir si ça fonctionne. Et si ça fonctionne, si vous arrivez à faire des transactions commerciales, là, allez-y un peu plus frais. Mais aujourd'hui, vous pouvez pratiquement tout tester pour rien, quoi. Et c'est un truc en général que vous, tech guys, ont du mal à accepter, c'est effectivement de ne pas avoir fait la solution technique. Et vous la ferez, vous la ferez après. Notamment, et d'ailleurs quand vous aurez encore une fois, mais ça ils l'ont dit pendant la presse, confirmé que ça avait du sens et qu'il y a des gens intéressés, des gens qui lèvent de l'argent sans avoir encore exécuté quoi que ce soit, ça existe. C'est mieux effectivement d'avoir déjà acquis une population ayant marqué un intérêt, notamment grâce à un service gratuit monté avec des services gratuits, ça c'est l'idéal. De toute façon, après, ça va être une relation avec, je dirais, les financeurs, votre capacité à les convaincre. Donc j'ai vu des gens réussir à lever beaucoup d'argent juste sur un PowerPoint, même pas de user, et des trucs en plus que je considérais vraiment pas qualitatifs. Bon, malheureusement, en plus, qui ont démontré que... Non, parce que je ne vais pas balancer le nom de la personne en particulier auquel je pense, et qui d'ailleurs s'est planté. Donc c'est sûr que plus vous allez avoir de démonstratifs de qualité, d'avoir raison, mieux c'est pour votre pouvoir vis-à-vis des instances financeuses, puisque vous allez garder au maximum le pouvoir, mais à la limite, c'est pas forcément grave d'en perdre. C'est carrément acceptable. Il y a plein de mécanismes aussi de prêt d'honneur, par exemple, qui font que vous n'avez pas à donner de part de votre entreprise, de perdre justement d'autorité. En revanche, il faut une capacité de convaincre peut-être plus forte que si vous êtes prêt effectivement à donner de l'equity, comme on dit en anglais, des parts. Mais encore une fois, sinon, c'est pas forcément grave. Tous les gens qui ont réussi... qui me viennent en tête là comme ça l'ont fait, alors à plus ou moins grande proportion. Vous avez des excès comme Xavier Niel qui est toujours actionnaire majoritaire du groupe Iliad après toutes ces années, mais vous avez également aussi des gens comme Pierre Kosciusko-Morizet par exemple, qui a réussi, qui a revendu tout Price Minister, qui continue d'en être le dirigeant d'ailleurs, mais encore maintenant il me semble, et qui pourtant n'a plus d'equity. Pensez à un truc, ne pensez pas qu'on va financer votre rêve. Partez plutôt de manière pragmatique en disant la principale capacité à développer, c'est votre capacité à vendre. Donc vendez avant de produire. Et si vous arrivez à vendre, vous créez de la valeur et derrière, si vous avez besoin de financement, on vous financera. On a une deuxième question ? Alors en même temps que je me rapproche, je vous donnerai une autre anecdote. Une fois, il y avait un appel à projet de BPI France. J'ai vu des gens donc répondre à ces appels à projet. Ils n'avaient pas encore de structure. Ouais, et donc du coup, ils ont eu ce financement, donc en l'occurrence, je pense à 30 000 euros, qu'ils ont eu donc... Alors, je ne dis pas qu'il faut en faire mauvais usage, mais sur leur compte perso, puisqu'il n'y avait pas encore de structure. Donc il y a même des dispositifs qui vont jusque-là.
Après, déconnez pas parce qu'on n'a qu'une seule réputation. Hein. Une fois que vous avez flagué votre seule et unique réputation, c'est fini. Hein, donc faites gaffe. Bonjour. Bonjour. Du coup, est-ce qu'il y a certains red flags que vous voyez régulièrement chez les entreprises qui se lancent? Des bons ou des mauvais réflexes? Non, des red flags. Genre red flags. Pardon. Excuse. C'est-à-dire des détails en gros qui vous font dire ah tiens, cette entreprise a quand même pas mal de chance de se casser la gueule. Toujours pareil. J'ai une idée, j'ai une solution, qu'est-ce que t'en penses? Déjà, biais de confirmation. En fait, le plus compliqué, hein, c'est de se détacher de son idée initiale, vraiment. C'est-à-dire que ceux qui arrivent vraiment En fait, il y a deux choses fondamentales. C'est dire, des entrepreneurs s'en foutent de leur idée au final. C'est-à-dire qu'ils sont capables de créer de la valeur en changeant 15 000 fois l'idée initiale. Parce qu'en fait, ils sont orientés vers la valeur, vers le besoin client. Les red flags, c'est d'être accroché à son idée et d'essayer de pousser son idée vers la clientèle. Donc, dès lors que vous vous dites qu'est-ce que tu penses de ma solution, que vous demandez à votre entourage qu'est-ce que tu penses de ma solution, ça c'est un premier red flag. Vous devez le transformer en disant ok, à qui potentiellement je peux résoudre un problème, et je vais aller trouver ces gens-là pour leur demander si ce problème existe réellement et comment ils se caractérisent dans leur vie. Et c'est surtout ça, en fait, c'est d'arriver à transformer, de pousser son idée. Si vous attendez des biais, si vous entendez autour de vous, ah, c'est une très bonne idée, etc., il faut surtout ne pas faire confiance à ces retours-là. Il faut vous demander où est le problème, qui a ce problème-là, et aller poser des questions à ces gens-là sans leur proposer de solution. Et voilà, donc, c'est assez drôle, en fait. Moi, l'une des meilleures définitions de l'entrepreneur qu'on m'ait donnée, c'est une personne, elle veut vendre des snacks dans un bar, elle rentre dans le bar, elle essaye de vendre ses snacks, personne n'en veut, mais tout le monde chiale parce qu'il pleut tout le temps dans cette ville. La personne sort du bar, vend les snacks, achète des parapluies, re-rentre dans le bar. Vous ne trouverez pas une ou un entrepreneur qui vend l'idée qu'il avait dans sa tête au début. Ça n'arrive pratiquement jamais. C'est des gens qui s'adaptent beaucoup. L'autre truc red flag, c'est le pragmatisme. C'est-à-dire qu'en fait, n'écartez pas, et on est chiant avec ça, et on est venu pour ça, n'écartez pas la question financière. Nous, on voit plein de gens qui ne se posent pas la question de la rentabilité ou de comment ils vont se payer, et ils vont loin. Et en plus, surtout quand ils ont des capacités techniques comme les vôtres, ils codent des solutions, ils font des produits et tout, puis un jour, ils sont en fin de droit chômage, quoi, puis ils doivent abandonner le truc. Et c'est super chiant, c'est super frustrant quand tu as passé des années de ta vie à développer un truc en vivotant, et en fait, au bout d'un moment, tu te rends compte que tu peux pas en vivre, et tu es obligé de tout laisser tomber, quoi. Donc, ne négligez pas la question de la survie économique. Partez vraiment de ça, parce que même si vous levez jamais, même si aucune banque vous prête, à partir du moment, et tout le monde ne doit pas faire des startups, hein, des PME, ça marche très bien, même des très petites entreprises, mais à partir du moment où vous lancez un business qui tourne et qui est rentable, vous êtes libre. Vous avez des clients, vous avez de la valeur, même si vous grossissez pas, vous pouvez vous permettre d'attendre. Le plus dur, c'est de ne pas avoir de clients. Donc ton cerveau, il a peur de ça, donc ne repoussez pas cette question. Posez-vous vraiment la question de est-ce qu'il y a des clients pour ça? Est-ce qu'on peut engager une transaction économique? Si oui, on pourra se débrouiller. S'il n'y a pas de transaction, tôt ou tard, il n'y aura pas d'argent. S'il n'y a pas d'argent, ça sera la fin de l'aventure. Par rapport au red flag et à la question justement de la relation à l'idée qu'on a et à la capacité à en changer, il me semble qu'il y a un truc que vous n'avez pas traité parce que peut-être c'est évident pour vous et je voudrais vraiment bien insister là-dessus et ça peut pour moi être d'ailleurs un indicateur de mauvais entrepreneur. C'est le type qui n'ose pas parler de son idée. Ah oui. Tellement il croit que son idée, c'est le futur, il n'en parle pas. Mais alors il n'en parle pas parce qu'il a peur de concurrence, mais il n'en parle pas du coup pour confronter au marché et le cas échéant pour la modifier, la rectifier. Donc au final, il a tout faux. C'est un problème, excusez-moi de le dire, qui a une tendance à être franchouillard, franco-français, mais il faut vraiment pas hésiter à partager son idée. Et à la limite, si vous la gardez pour vous et que vous n'arrivez pas à l'exécuter, ça va être génial. Vous serez le seul à vous en rappeler que vous aviez eu cette idée. Et c'est encore plus drôle parce qu'on le voit dans Graham Bell et forcément le deuxième, je me rappelle plus, un russe, ils ont déposé le brevet pour le téléphone le même jour. Vous êtes déterminé par la culture. Hein. Si vous êtes en train d'essayer de résoudre un problème et que vous pensez à des solutions, soyez sûr qu'il y a des dizaines d'autres personnes dans le monde en train d'essayer d'arriver aux mêmes conclusions. Hein. Vos idées, elles sont cool, mais en fait, c'est pas qu'on s'en fout de vos idées, c'est qu'en fait, soyez des scientifiques. Partez sur le terrain, rencontrez des vrais gens de la vraie vie, comprenez leurs vrais besoins et adaptez votre idée à ce dont ils ont besoin. Et soyez sûr qu'il y a des gens derrière vous qui sont pas loin d'arriver à faire la même chose. Et en fait, ça n'a aucune importance, c'est même bon signe. S'il n'y a personne d'autre qui essaye de résoudre le problème ou d'essayer de vous voler des clients, ça veut dire qu'il n'y a pas de clients. C'est pas forcément bon signe. Statistiquement, si vous êtes le seul à avoir l'idée, c'est que probablement elle n'est pas bonne. Quoi. Et surtout, on dit toujours, l'idée c'est pas important, le principal c'est l'exécution.
Qu'est-ce que ça veut dire exécuter en fait? C'est tout ce qui va derrière. C'est-à-dire que globalement, avoir une idée, c'est cool. Bon, n'ayez pas peur, on ne va pas vous la voler, votre idée. Parce qu'en fait, ça n'a pas de valeur de voler une idée. Ce qui a de la valeur, finalement, c'est l'exécution. Pourquoi? Parce que exécuter, c'est créer de la valeur, justement. C'est d'arriver à vendre des choses à des clients et à générer du revenu et de la satisfaction. C'est ça la valeur. Donc, vous pouvez avoir la meilleure idée du monde, si vous n'êtes pas capable de générer du revenu et de la satisfaction client, bah en fait, vous n'avez pas de, ça ne sert à rien, quoi. Vous n'avez pas d'impact, exactement. Il y avait une question par ici. En plus, quand vous avez un concurrent qui vous vole son idée, votre idée, en fait, vous pouvez après lui voler les sous-idées qu'il aura, et en plus, il va se battre à évangéliser le marché. Oui. Donc, vous aurez moins d'efforts à faire pour convaincre l'audience, puisqu'il en aura pris une partie. Qui connaît Friendster? Voilà, Friendster, c'est Facebook 5 ans avant Facebook. Vous allez sur Google Images, vous prenez Friendster, vous prenez Facebook, c'est la même interface. Mais Friendster, c'était 5 ans trop tôt. C'est con, hein? Vous trouvez n'importe quel produit révolutionnaire, dans les années précédentes, il y a une personne qui a essayé de lancer le même. C'était juste pas le bon moment. Bonjour. Bonjour. Du coup, au début de votre pitch, vous avez dit qu'il y avait très très peu de chances de devenir millionnaire en entreprenant. Du coup, il faut faire quoi pour devenir millionnaire? Épouser un homme ou une femme riche. Effectivement. Non, en fait, il y a pas de... Enfin, il faut définir pour vous ce que c'est que la fortune et la richesse, en fait. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément orienté sur l'argent, on n'est pas forcément orienté sur... voilà, la richesse, d'abord, c'est du temps disponible sans travailler, ou en tout cas sans faire quelque chose qui vous insatisfait. Être millionnaire, c'est pas une fin en soi. Après, c'est la question de l'enrichissement, on va dire. Ça va être beaucoup une question de travail déjà, de capacité justement à remettre en question et à prendre du recul sur ses croyances. La première chose, c'est la déconstruction de la croyance. Et la deuxième chose, c'est réussir à construire de la confiance auprès d'autres gens, parce que c'est finalement la combinaison de votre ténacité et de votre travail, combiné au réseau que vous allez construire petit à petit, et le réseau de confiance que vous allez construire autour de vous, qui vous permettra peut-être déjà de croître, et pourquoi pas derrière d'acquérir beaucoup d'argent dans votre business. Les deux trucs les plus précieux, c'est pas l'argent, hein, c'est le temps et la confiance des autres. Si vous avez du temps, donc pour orienter vos efforts, et si vous avez de la confiance, donc des bonnes personnes dans votre écosystème, vous allez être confronté à des projets intéressants. Et après, vous posez-vous la question de pourquoi vous prenez tel ou tel projet. Mais il y a plein de gens aujourd'hui qui veulent être millionnaires. Honnêtement, c'est parce que BFM Télé leur a dit qu'il fallait être millionnaire. Même le président de la République leur a dit qu'il fallait, voire même milliardaire. Je ne pense pas que ce soit le conseil le plus avisé pour avoir une vie épanouie et heureuse. Il y a plein de gens, ils veulent être riches, ils savent même pas pourquoi en fait. Ils savent même pas ce qu'ils en attendent. Et très souvent, ce qu'ils veulent vraiment, ça viendra pas avec le pognon. Ça viendra avec une vie épanouie où ils vont vraiment faire des trucs qui comptent pour eux et ils vont prendre du plaisir à se lever le matin et à faire des trucs. Et en fait, bien sûr, le pognon, ça aide, hein, je ne vais pas dire le contraire, mais courez pas après un objectif, 1, 10, 100 millions, parce qu'il n'y a pas de seuil de satiété pour l'argent. Hein. On n'a jamais le sentiment d'en avoir assez. Hein. Je ne vous recommanderais pas de l'avoir comme un but en soi. Il y a un tas de millionnaires malheureux. Il y en a aussi, ouais. Il y a un tas de millionnaires morts. Oui, aussi, ouais. En faisant des conneries la plupart du temps. Avec des requins. Et il y a un tas d'entrepreneurs aussi qui ont réussi une première boîte et qui après ont toutes les peines du monde, bien qu'ils aient les sous, pour réussir d'autres boîtes. Ouais, et à la limite, c'est ça qui les rend plus malheureux. Et pire, il y en a plein, ils font une boîte, ils disent c'est un métier de con, j'en ai marre, je vends, j'arrête tout. Ils vendent, ils vont jouer au golf 6 mois, ils se font chier comme des rats morts, ils reviennent et après ils investissent dans d'autres boîtes et ils remontent des boîtes. Parce qu'en fait, ce qu'ils voulaient vraiment, c'était pas être riche, c'était l'excitation d'être en train de faire un truc dangereux qui pouvait pas marcher. Elle était là, la récompense. Est-ce que le PDG de WeThink a racheté WeThink et Nokia pour ça, un exemple? Je sais, j'ai pas l'info. C'est pour ça. Ouais. C'est qu'il voulait récupérer son bébé. D'une part, et en plus, bon, c'est vrai qu'il l'a racheté moins cher qu'il avait vendu, donc belle opération dans l'affaire, mais... Il s'est dit quand même, je vais au secours de cette belle entreprise et c'est pas grave si je crame un peu de cash que j'avais fait out de la vente. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ah, Baba, tiens, attends, vas-y. Lève la main, que je vois qui tu es. Bonjour. Tout le long de ce pitch, ce qui est revenu, c'est que c'était difficile, qu'il y avait une grande chance d'échec, etc. Après, bien entendu, hein, j'imagine pas qu'on va devenir millionnaire, mais en étant dans une école de tech comme ça, on peut s'imaginer arriver dans des grandes entreprises, etc. Quelles peuvent être les raisons en fait de vouloir entreprendre aujourd'hui pour nous étudiants?
les bonnes raisons? Je pense que c'est pas justement en tant qu'étudiant. Aujourd'hui, on est dans une société où même des salariés qui vont avoir 50 balais, qui vont avoir 30 ans de boîte, vont potentiellement pouvoir être entrepreneurs ou avoir l'envie d'être entrepreneurs. La chose à reprendre toujours, c'est effectivement la motivation fondamentale. C'est à soi-même qu'on veut se la poser. C'est-à-dire que c'est arriver à avoir une suffisante introspection pour se demander qu'est-ce qui nous plaît, qu'est-ce qui nous plaît pas, qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas envie de faire, et est-ce que potentiellement, avec les données que j'ai sur l'entrepreneuriat et sur justement des données tangibles sur l'entrepreneuriat, est-ce que ça peut correspondre ou pas à mes attentes? Et après, expérimenter, et si ça te plaît pas, repartir dans le salariat. Mais Et tu vois, nous, on n'est pas entrepreneurs, typiquement, on est freelance. C'est très différent, on vend notre temps. On ne vend pas un produit ou une solution qui peut être déclinée en millions de personnes. On est chef d'entreprise, tous les deux, mais on s'en fout, ça c'est une structure juridique. Mais en fait, nous, on raisonne en vendant notre temps, ça n'a rien à voir. Il y a plein de bonnes raisons de ne pas entreprendre. Et il ne faut surtout pas entreprendre par mimétisme social ou parce qu'on t'a dit que c'était le coup du siècle ou quoi que ce soit. Et même, Mathias, il dit un truc souvent, et je pense qu'il a complètement raison, et je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Non, il faut le faire, mais vous avez le droit d'attendre. Parce qu'en fait, ironiquement, plus tu connais un secteur d'activité, plus tu t'es fait de contacts, plus tu as parlé à des gens du métier, du secteur, plus ça va être facile de te faire des bonnes idées, des bonnes représentations. Donc si toi, ça t'intéresse vaguement, mais que tu sais pas encore où t'en es ou ce que tu veux faire, garde l'idée dans un coin de ta tête et examine-la régulièrement en disant, tiens là, est-ce que j'aurais envie de m'attaquer à la résolution de ce problème, d'aider les gens de ce secteur, etc. En fait, et puis surtout d'avoir le genre de problème que tu as quand tu as ta propre structure et que tu cours après des clients et que tu essayes de créer de la valeur, quoi. Ce qui n'est pas du tout les mêmes problèmes que quand tu es salarié, mais des bons problèmes quand même. Après, il y a une chose à relever quand on est étudiant, c'est que normalement, même si vous êtes tous en alternance et que vous avez donc commencé à avoir un pouvoir d'achat, c'est sûrement quand même le meilleur moment où vous n'avez pas à remettre en question votre mode de vie, puisqu'entre guillemets, vous ne gagnez pas encore beaucoup de sous. Le moment où vous aurez des enfants, un crédit, 2 crédits, 3 crédits, 4 crédits, c'est pas le moment où vous allez vous jeter à l'eau, dire tant pis, je peux bouffer des pâtes, parce que vous allez vous dire qui va s'occuper d'élever mes enfants, comment je vais faire. Et là, du coup, ce sera plus votre seule responsabilité qui va être en jeu. Donc malgré tout, ça c'est un truc à tenir compte aussi, c'est que c'est sûrement, même si je suis d'accord avec ce que vient de dire Rémi, et que du coup c'est un peu schizophrénique, c'est quand même le meilleur moment. C'est peut-être le pire moment, parce qu'il faut un peu d'XP pour pouvoir bien connaître son secteur, mais c'est quand même le meilleur moment. Voilà. Sachant qu'il y a des anecdotes marrantes d'entrepreneurs maintenant dans la tech, justement, qui ont réussi à casser cette règle de l'expérience sectorielle, d'avoir le relationnel, etc. Parce qu'avec de la techno bien manœuvrée, vous pouvez faire des démos Il y a un entrepreneur américain qui a fait traverser un truck sans pilote de côte ouest en côte est. Le mec, il a 23 ans. Donc du coup, après, derrière, pour lever des fonds, évidemment, c'est un petit peu plus facile. Alors ça parle d'IA, ça parle de computer vision. On va traiter ça d'ailleurs dans le reste de l'InnovCamp. Donc peut-être que vous allez commencer une idée de ce genre et que vous allez combattre ce jeune de 23 ans qui a votre âge et qui est entrepreneur de l'autre côté de l'Atlantique. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bonjour. Donc, à supposer qu'on a l'idée, le MVP et le proof of concept, comment savoir que c'est le bon moment pour se lancer ? Eh bien, tu es allé trop vite. Non, en fait, justement, c'est pas le bon moment. C'est-à-dire que la question à se poser, c'est est-ce que aujourd'hui tu réponds à un problème solvable globalement ? Est-ce que tu réponds à un problème, à un besoin client insatisfaisant au regard des solutions existantes ? Donc, il faut renverser la question. C'est-à-dire que avoir un produit, avoir un MVP, avoir un proof of concept, peu importe comment on l'appelle, en fait, tu es déjà allé directement sur la solution. Tu t'es dit, ici, il y a un truc à faire, je vais le faire. Maintenant, c'est autre chose de le vendre. C'est-à-dire que pour le vendre, en fait, tu ne vas pas essayer de le pousser et ça va être acheté. Tu vas d'abord te demander à qui ça pourrait servir. Et là, on va renverser la chose. On va se dire, OK, à qui ça pourrait servir ? Et là, tu vas devoir vérifier, en interviewant les clients à qui tu penses que ça pourrait servir pour s'assurer est-ce qu'il y a un problème. Et là, ce que tu t'apercevras, c'est que potentiellement, peut-être il n'y a pas de problème, ou potentiellement il y a un problème, mais ce n'est pas celui que tu avais identifié. Et là, il faudra modifier ton idée de produit. Vous avez le double handicap. C'est truc d'ingénieur et truc de libriste. L'ingénieur, il dit, je vois un problème, je vais le résoudre. Et le libriste, il dit, je vais le coder moi-même.
Je peux le faire moi-même. Parce que bon, quand tu veux résoudre un problème de moto ou d'industrie, bon, au bout d'un moment, tu es quand même obligé d'aller voir des partenaires. Vous pouvez rester très longtemps dans votre grenier, dans votre cave, dans votre chambre, à faire le truc vous-même. En plus, il y a les bibliothèques, maintenant, il y a plein de trucs que vous pouvez faire. Mais là où c'est flippant, il faut faire attention, c'est qu'effectivement, il y a cette tentation de trouver des solutions. Vous êtes des machines à trouver des solutions. C'est pour ça que vous faites ces études. Vous êtes excités par les problèmes. On vous donne des problèmes à résoudre. Votre cerveau, il fait putain, comment je vais résoudre ça? C'est trop tôt. Parce que vous ne devez pas résoudre votre problème, vous devez résoudre le problème de quelqu'un. Le bon moment pour se lancer, c'est quand vous avez identifié qu'il y a suffisamment de personnes qui partagent un problème et qu'il faut trouver une solution que ces personnes-là sauront utiliser. Et là, vous allez commencer à pouvoir réfléchir en mode résolution de problème. Avant, c'est trop tôt. Et du coup, normalement, le MVP a des users. Eh bien oui, parce que si vous construisez le MVP juste pour vous-même, c'est là aussi une erreur de démarche. Si vous avez votre sensibilité effectivement d'ingénieur, vous devez normalement être raisonnable et faire exactement comme le scientifique qui teste dans des tubes à essai. Il y a des mécaniques comme le A/B testing qui n'est pas que applicable au marketing, qui peut aussi s'appliquer à la tech. Vous racontez, tiens, je vous fais un produit qui le fait comme ci et je vous fais un produit qui fait comme ça. Vous voyez, les mecs, ils inscrivent leur adresse mail d'un côté ou de l'autre. Du coup, vous commencez à développer les features du côté où il y a le plus de demandes, bien évidemment, etc., etc. À chaque fois, vous affinez, vous mettez en prod une première feature. Là aussi, bam, vous avez des sous-features et vous continuez de façon pragmatique. Et à la limite, faites les mecs candides. Dites, je ne sais pas ce que les gens veulent. Donc, je vais leur demander, je vais le tester et je vais leur demander éventuellement, donc inconsciemment, par le biais de la soumission des features. Vous savez que les grands, aujourd'hui, le font. Vous avez des fois Google, vous avez votre pote, là, vous êtes juxtaposés là, avec des écrans, des laptops tous les deux. Ça se trouve, il y en a un qui va sur Google, l'autre qui va sur Google, de la même connexion Internet, etc. Il ne va pas avoir la même interface. Pourquoi? Parce que vous êtes exceptionnellement l'objet d'un A/B testing. Et donc, du coup, vous avez des features différentes. Il faut tester et il ne faut pas confondre aussi. Un MVP part toujours du principe qu'un MVP, c'est une feature minimum avec un moyen de paiement, un système de paiement. En fait, c'est là où vous voyez s'il y a de l'attraction ou il n'y a pas de l'attraction. Mettez un Stripe, mettez un système de paiement en ligne pour vérifier si les gens payent ou ne payent pas. Et là, vous verrez tout de suite si c'est le bon moment ou pas de continuer à avancer. Ou si alors, il faut itérer. Et là, comment on itérera? En posant des questions aux gens qu'on cible. En plus, le gros kiff, quand tu as déjà l'audience, c'est parce que si tu as fait le MVP dans ton coin et après tu dis qui veut l'utiliser, ça peut mettre trop longtemps. Alors que s'il y a déjà 100 personnes qui sont inscrites, 150 en disant « Waouh, le jour où tu sors un truc, préviens-moi », tu as direct 150 testeurs. Et ça, c'est super. Enfin, tu as direct des feedbacks. À propos de l'histoire là, du paiement, pour vraiment se rendre compte, il y a aussi un truc intéressant. Quand vous testez votre idée et que vous parlez avec des gens, faites très attention parce que les gens ont tendance, quand ils sont sympas, ce qui n'est pas toujours le cas, mais a priori, vos proches, votre famille, vos amis vont plutôt être sympas avec vous. Ils vont dire « Ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien ». La question d'après, il faut lui dire « Vous êtes prêt à investir ?» Et là, s'il vous dit oui, là, c'est vraiment un c'est bien. Voilà, exactement. Et vous n'êtes pas obligé de dire immédiatement. Mais si la personne vous dit « faut que je réfléchisse, faut que je demande à madame, machin, etc. » Là, vous devez malheureusement biaiser son optimisme, qui était juste parce que vous étiez pote, en fait. En fait, il ne faut pas chercher des gens qui aiment votre idée, qui aiment votre produit. Il faut chercher des gens qui vont être dans l'urgence de trouver une nouvelle solution et votre truc, ça va répondre à leurs problèmes. C'est surtout ça. Il faut trouver des gens qui sont dans l'urgence de trouver quelque chose qui va répondre à un problème aujourd'hui qui est mal résolu. Et donc, qui ne vont pas vous dire « j'adore ton produit », qui vont te dire oh, « putain, aujourd'hui, j'arrive pas à résoudre ça. Si je trouvais un truc qui me permettait d'atteindre cet objectif, je serais prêt à payer tant. » Là, c'est un bon signal. Si on vous dit « votre idée est cool, ouais c'est intéressant, oui effectivement ton produit est bien agencé ou ça a l'air d'être sympa », c'est un bon indicateur pour vous dire « ouh là là, je suis en train de faire quelque chose qui sert à rien ». C'est pour ça que c'est cool d'habiter en France, parce que tout le monde se plaint tout le temps. Donc écoutez les gens se plaindre. Alors bonjour, moi j'aurais deux questions. La première, c'est avec un collaborateur, on a déjà une application, un tool qui fonctionne, qui rapporte de l'argent, et on est en train de se poser la question de à quoi ça sert un incubateur et si ça pourrait être pertinent et à quel moment ça pourrait être intéressant d'y penser. Alors, en fait, une entreprise, ça a différentes phases de maturité. C'est ça qu'il faut comprendre déjà. D'abord, elle cherche un marché. Okay, donc, comme on a dit, on ne sait pas ce qu'il faut faire. On a une idée, on a une intuition. Et on doit vérifier s'il y a potentiellement un premier besoin client.
Pour ça, généralement, on a besoin d'accompagnement. D'accord ? Ensuite, une fois qu'on a des premiers clients, qu'on a commencé à augmenter notre chiffre d'affaires, on a besoin d'être accéléré. Alors là, l'accélérateur, alors après, il y a différentes définitions. On peut avoir des incubateurs qui font de l'accélération maintenant. Bon, bref, peu importe. Mais l'idée, c'est de comprendre la logique. Dire que derrière, on a besoin d'être accéléré. C'est-à-dire qu'on va avoir besoin de gens autour de nous pour nous aider à structurer correctement le développement de l'entreprise et pouvoir être mis en relation avec potentiellement de nouveaux clients ou de nouvelles sources de clients, de nouveaux partenaires. Donc la question à vous poser plutôt, c'est de vous dire, est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à l'état où est notre société et à l'état où est notre business aujourd'hui, est-ce qu'on continue à croître ? Est-ce qu'on a besoin d'aide pour croître ? Et finalement, l'incubateur ou l'accélérateur, voilà, c'est un écosystème. Est-ce que vous avez besoin de contacts et de partenariats pour pouvoir augmenter votre capacité de production et de volume client ? Ou est-ce qu'aujourd'hui, vous arrivez à le faire tout seul et donc finalement, vous n'en avez pas forcément besoin ? Là est l'enjeu de l'incubation et de l'accélération. C'est de bénéficier d'un écosystème qui va pouvoir vous permettre de faire un catalyseur, un effet de levier sur votre business actuel par rapport à vos objectifs. Donc ça serait plutôt lorsque on a déjà notre marché, on sait à peu près où est-ce qu'on va et qu'on sait que le projet fonctionne. En tout cas, oui, tu as des premiers indicateurs qui te disent ok, là il y a potentiellement quelque chose d'intéressant à faire, il y a des premiers clients qui sont déjà arrivés. Ok, je pense que je suis dans le vert. J'aurais une autre question. Alors celle-là, c'est une question un peu plus ouverte, mais depuis tout votre speech, j'ai l'impression qu'en fait, est-ce que c'est pertinent pour une école d'ingénieur de rentrer dans l'entrepreneuriat? On est là surtout pour résoudre des problèmes et trouver des solutions, mais on est très mauvais aujourd'hui pour trouver des problèmes. Attends, après complète, mais je dis juste un truc très simple. N'acceptez pas le déterminisme comme ça. En fait, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous êtes ingénieur ou quoi que ce soit que d'abord vous êtes des individus. Et un individu, ça a un cerveau avec une plasticité. Okay ? Cette plasticité, elle vous permet quoi ? Elle vous permet de changer vos modèles de pensée, de changer votre structure de pensée, de créer de nouvelles connexions neuronales en fonction de la découverte de ce que vous allez faire et de la compréhension du monde qui vous entoure. Avec la curiosité, avec l'expérimentation, avec la rencontre avec d'autres gens qui sont dans d'autres milieux, dans d'autres environnements, vous allez pouvoir créer de nouvelles connexions et transformer petit à petit, et c'est comme ça qu'on mûrit, votre cerveau vers d'autres capacités. Donc ne restez pas dans l'autodéterminisme qu'on vous donne, ne restez pas dans les grandes théories qu'on peut vous donner. Nous sommes des êtres qui sont capables de changer, de nous transformer. Donc il faut surtout aller chercher les sources de transformation, les catalyseurs de cette transformation. Et c'est quoi ? C'est la curiosité, la multiplication des différentes typologies de personnes qui nous entourent et l'expérimentation. C'est pas dur pour vous, c'est dur pour tout le monde. Non, votre problème à vous, et c'est pas un problème, c'est un très bon problème, c'est que vous bullshitez moins. Vous êtes moins bon pour faire des slides qui veulent rien dire. Les slides avec les moments Nutella où t'as un gamin qui court, tu sais, avec un avion derrière. Là, le mec qui fait « Ah, ça doit être génial », tu vois. Donc ça, c'est très rare de réussir à entreprendre tout seul. Souvent, on est entouré. Nous, on conseille toujours 3 personnes, c'est pas mal. Ce 3, en fait, comme ça, tu prends une décision, il y en a 2 qui sont d'accord, il y en a un qui n'est pas d'accord, on l'a fait quand même. 2, tu t'engueules, c'est comme dans un couple. 3, c'est bien. 4, c'est déjà le bordel. 3, c'est bien. Donc du coup, vous allez être une caution technique, vous allez trouver des problèmes. Comment est-ce que Richard Stallman, il est parti sur le délire GPL ? Il a écrit au mec qui avait fait l'imprimante, il avait dit j'aimerais le code, le mec a fait non, c'est notre propriété intellectuelle. Il a fait merde. Maintenant les entreprises, elles disent le code, c'est l'API. Parce qu'avant, les mecs, c'était des bisounours, ils s'envoyaient des trucs, ils s'en foutaient complètement et tout. Il a dit merde, il y a besoin de quelque chose, il y a besoin d'une structure pour encadrer ça. Vous allez voir des problèmes, c'est une certitude. Habituellement, les compétences sur lesquelles vous allez avoir besoin d'être accompagné, trouvez un daron, trouvez un commercial. Quelqu'un qui est là depuis 20 piges, qui connaît le secteur, qui connaît les portes d'entrée, qui va vous faire gagner beaucoup de temps pour rencontrer les acheteurs, les bonnes personnes. Et trouver quelqu'un qui aime bien, grosso modo, jouer avec les mots, jouer avec les images, arriver à positionner ce que vous faites pour l'expliquer simplement, et qui est surtout quelqu'un qui écoute très très bien les consommateurs, qui arrive à faire du relationnel. Vous avez besoin de quelqu'un qui va vous aider à vendre, de quelqu'un qui va vous aider au niveau du relationnel, et c'est vos pouvoirs combinés de vous 3 qui vont en fait vous permettre de vous concentrer sur le bon problème. Un problème qui est rentable, un problème que les gens veulent bien, un problème que vous savez résoudre d'un point de vue technique. Il y a quelques années, d'ailleurs, sur InnovCamp, on avait fait une conférence spécifiquement dédiée sur comment s'associer. Et ce triptyque-là de Biz, Tech et cheveux gris,
C'est l'expression qu'on avait employée du secteur, ce qui nécessite pas forcément d'avoir réellement des cheveux gris au demeurant. Mais ça peut être genre David Douillet, si c'est une histoire de karaté, je sais pas moi, une ceinture de karaté connectée. Quelqu'un qui a une expertise dans le domaine. Hustler, hipster, hacker. Vous êtes le hacker. Il vous faut un hipster et le hustler. Le hustler, il s'occupe du pognon. Et puis par ailleurs, si c'est un produit tech pour les techs, là, oui, ça marche aussi. Je sais pas s'il y a des mecs qui sont ici en train de faire du Docker administré, machin bidule, avec des registries mal gérés, etc. S'il y a un outil qui manque, ils se disent merde, si on le rajoute, voilà. AWS, c'est un excellent problème identifié par des techs pour des techs. Et ça marche plutôt bien. Et qui maintenant finance les livres d'ailleurs. Parce que c'est avec ça qu'ils sont rentables au final. 52% du profit d'Amazon vient d'AWS. Juste là-dessus, pour revenir sur le fait que ne vous enfermez pas dans une case. Ne vous enfermez pas dans une case. C'est vraiment un message. Moi, vous savez ce que j'ai fait comme étude? J'ai fait STAPS. Moi, je suis préparateur physique. Lui, il a fait une école de commerce, une école de design, voilà. Moi, j'ai fait préparation physique. Je suis un coach. Sérieusement? Aujourd'hui, j'enseigne à HEC. Le truc qui est chelou, non? En fait, la question, c'est plus de se dire comment est-ce que vous allez multiplier l'apprentissage au contact de personnes. C'est pour ça que c'est intéressant de faire des équipes pluridisciplinaires. Parce qu'en fait, vous allez apprendre des nouvelles choses. Mais n'ayez pas peur, parce qu'en fait, votre trajectoire, c'est vous qui la construisez. Et il faut rencontrer le plus possible de gens, mais vous n'êtes pas déterminé dans une case. Surtout pas. Et surtout, au contraire, vous avez la capacité de vous ouvrir le champ des possibles. Et vraiment, il faut en être conscient, ça. Il ne faut pas en avoir peur. Question? Tout au fond. Attends, j'y vais. Alors dans la transition, effectivement, je vais vous signaler que c'est la dernière question parce que je pense qu'on pourrait passer une vie entière à parler de ça. Sans vouloir mettre la pression sur tes épaules, tu vois, voilà, c'est la dernière question. Ça a intérêt à être une question de haut niveau. Voilà, après, je le rappelle parce que je suis pas sûr qu'on l'ait dit, Rémi avait déjà fait aussi une conférence ici sur un autre sujet, donc le design thinking, qui est très intéressante. Donc du coup, dispo, exactement. Et puis après, derrière, j'imagine que vous leur laisserez vos coordonnées aussi. Voilà. Il y a LinkedIn, etc., pour faire des messages, etc. Je viens de faire un petit tour sur vos profils LinkedIn. Effectivement, le monsieur, il a fait une école de commerce HEC. Et donc, bravo, vous avez de très bons témoignages. Du coup, j'aimerais savoir quelles sont vos success stories et quelles sont vos failure stories. Qu'est-ce que vous avez fait? Voilà, vous m'avez compris. Success stories et failure stories. J'ai monté 4 sociétés avant, avec chacun 3 associés, et ça a foiré à chaque fois. Mais je suis encore vivant. Success. En fait, si vous voulez, c'est super drôle parce que je ne vais pas répondre à la question. Ok? Vous ne pouvez pas savoir où ça va vous mener. C'est ça qui est génial. Et je ne parle pas d'être entrepreneur. Je parle de votre boulot, je parle de vos passions, je parle des projets dans lesquels vous allez choisir d'investir de l'énergie et du temps. Vous savez comment on s'est rencontrés? On était tous les deux bénévoles sur un événement. Et quand on s'est rencontrés, on a halluciné parce qu'on s'est connectés sur LinkedIn et on a fait un constat de malade. On connaissait personne en commun. On n'avait aucun réseau social en commun. Il a fait STAPS et tout, il a grandi dans le 9-3 et tout. Moi, je viens du Nord. Je viens du Nord-Pas-de-Calais et tout. Enfin, il n'y avait aucune raison qu'on se connaisse. Et en fait, maintenant, ça fait quoi? 6 ans qu'on bosse ensemble, on a monté une boîte, ça marche bien, on est content, on s'éclate et tout. Rencontrer des gens. Et en fait, attendez pas d'être sûr, prenez des projets, foutez pas votre PEL dedans, soyez pas cons. Ok? Mais expérimentez, allez voir des gens que vous connaissez pas, intéressez-vous à des choses que vous connaissez pas, prenez un tout petit peu de votre temps pour expérimenter sur des projets de temps en temps, parce que vous pouvez pas savoir. Vous êtes peut-être à 2 minutes de trouver un projet super intéressant, une communauté super intéressante, une opportunité super intéressante. Et en vrai, la plupart du temps, ce sont les choses qui viendront à vous, et ça se passera jamais comme dans votre tête. Nous, les plus beaux succès qu'on a eus, c'était des surprises, et les plus gros échecs qu'on a eus, c'était des surprises aussi. Je pense pas que... Surtout, c'est comme la réussite. C'est comme la notion de réussite, le succès, en fait. Ça veut rien dire en soi. C'est-à-dire que la première question à se poser, c'est quelle est votre définition de votre succès et quelle est votre définition de la réussite? Moi, j'ai l'habitude de donner aux entrepreneurs ou même aux freelances d'abord une première grille à remplir. Et la grille, c'est simple. C'est dire, il y a dans ta vie, tu as 3 grandes dimensions globalement. Tu as la dimension intellectuelle, donc apprendre des choses. Tu as la dimension sociale et émotionnelle, c'est-à-dire rencontrer des gens, faire des choses pour les autres. Et tu as la dimension patrimoniale, on va dire, posséder des trucs, okay, gagner de l'argent. Donc,
À la limite, ce que vous pouvez commencer par faire, c'est vous dire, voilà, sur ces 3 dimensions, qu'est-ce que je veux pour l'année prochaine, qu'est-ce que je veux dans 3 ans, qu'est-ce que je veux dans 10 ans. Et si moi, pour te partager mon succès, je vais dire, bah, ces 5 dernières années, j'ai pu, dans ma dimension émotionnelle, faire 5 voyages à l'étranger dans tel et tel pays, par exemple. J'ai pu apprendre des trucs que je connaissais pas, donc là, je suis très content. Et j'ai pu, effectivement, au niveau patrimonial, augmenter mon revenu de temps ou mon chiffre d'affaires de temps. Mais en fait, c'est à vous de le définir. Le succès, la réussite, c'est individuel en fait. Ça ne dépend pas d'une recette globale et sociale. C'est pas ce qu'on vous dit. C'est vous qui définissez ce qui pour vous est le succès. Mais pour ça, il faut que vous commenciez à réfléchir sur vous-même, prendre du temps sur vous-même et vous dire, ok, qu'est-ce que je veux apprendre, qu'est-ce que je veux ressentir, qu'est-ce que je veux donner aux autres et combien est-ce que je veux ou qu'est-ce que je veux acquérir. Du coup, je finis salement sur un placement de produit pour vous dire que j'ai fait une conf sur YouTube qui parle que de ça pendant 2 heures et qui est gratuite et que vous pouvez aller voir, qui s'appelle Soyez vous-même. Voilà. Merci.